Bonjour à tous, 9e séance. Je vais vous faire une confidence, ça a fait drôle. À la fois, c'était lourd, c'était passionnant et ça fait presque de la peine de se quitter. D'où c'est né d'un appel collectif à débat qui a invité à prendre au sérieux notre responsabilité et nos engagements internationaux vis-à-vis du changement climatique, avec une idée forte qui a été très nourrie en 2020 par tous les chiffres qui sont sortis, c'est qu'il ne suffisait plus de s'en tenir aux émissions territoriales, puisqu'au fond, ce qui compte dans notre responsabilité, c'est pour l'essentiel notre mode de vie et que ce mode de vie tient à des émissions de gaz à effet de serre, en particulier gaz carbonique, méthane et protoxyde d'azote, qui maintenant, pour l'essentiel, sont émis en dehors du territoire national et probablement en dehors du territoire européen. Première thèse, la responsabilité principale découle de notre niveau de vie et se traduit par l'empreinte écologique de la société, où que les émissions de GES se soient produites. Je rappelle nos débats qui ont montré que pour des raisons intimement liées à l'idée que se font les États de la souveraineté, jusqu'à présent, tous les dialogues internationaux n'ont porté que sur les émissions territorialisées. Et donc affirmer que la responsabilité principale découle de notre niveau de vie est une première rupture. Deuxièmement, et c'est la traduction de l'obligation de résultat, nous avons débattu des mesures de cette empreinte qui reste encore une mesure approximative avec beaucoup de données essentiellement forfaitaires dont on a vu en débattant notamment de l'alimentation à quel point cette évaluation forfaitaire était fragile, mais ça nous donne au moins un ordre de grandeur. Si réellement nous assumons l'obligation de résultat en cohérence avec l'accord de Paris, eh bien, nous devons tomber à 2 tonnes d'équivalent CO2 par habitant de l'UE par an en 2050. Et puis, troisième famille, plus nouvelle et qui tient à cœur de certains d'entre nous, qui est la traduction directe de l'idée qu'il y a un rationnement et que ce rationnement descend de 5% par an dans le cas de la France, eh bien, on attribue des quotas individuels égaux pour tous, parce qu'au fond, le climat est un commun mondial, et pour permettre à la fois la liberté de choix et encourager au fond la frugalité, puisque c'est une dimension fondamentale de la transformation, ces quotas doivent être négociables et les plus riches, ceux qui sont décidés à continuer à essayer d'avoir un mode de vie avec une empreinte écologique très élevée, eh bien ils auront à payer très rapidement un prix extrêmement fort. En seconde partie, alors, nous aurons Bernard Soulages. Bernard Soulages a été un vice-président remarqué de la région Rhône-Alpes, mais il intervient aujourd'hui comme secrétaire général de Climate Change. Il nous en dira sans doute un mot. Climate Change vient de précisément publier un rapport sur l'action mondiale des collectivités territoriales. Donc c'est un des plus beaux lieux d'observation de l'évolution des engagements territoriaux dans la transition, qui en francophonie et dans le monde, mais notamment avec un apport qui a été faible, je dois dire, dans l'assise de ce qui se passe dans les pays moins développés, notamment en Afrique. Je suis vraiment très heureux de participer à votre séance, discussion très riche. My first, I would say, message would be that the political importance of the climate policies increased incredibly over the last couple of years. And even though these policies, of course, are not new, their relevance especially under the current commission of the Ursula von der Leyen and with the strategic agenda of the Union, which was adopted in 2019, it really became a primary goal, and it's I would say silver lining which goes through all the EU policies. Also, I can say that even the leaders now have been very much occupied by the COVID crisis and the economic consequences, health consequences of the pandemics. One of the
tools how to get out of this crisis is, of course, also the green transition. Together with the digital, we need to also enhance the resilience of the union to build our strategic autonomy, but the climate is, I would say, the key buzzword in the whole debates. To change the buildings in a sense that they are much more energy efficient, that will require longer time and even much more investments. So that's one of the big challenges for coming years. On the third family of solutions, that was a very interesting reading also for me and quite innovative. Probably this type of discussions were rather confined to the academic and theoretical concepts. And it's not, to be very honest and frank, part of the mainstream discussions and political discussions in Brussels. But these concepts it would be quite interesting to explore in more detail and try to also be more understand and ask the many questions which are linked to this model from the, let's say, organizational point of view, methodology of calculations, but also I believe there are very important political and economic questions linked to such a concepts, how to distribute the carbon points among the people, whether it should be equal treatment for all or to reflect maybe different needs of some special or groups of people who live in different territories, who perform different economic activities. So myriad of questions. What will be the impact of this method to the economy? Whether it's really the cost-efficient way how to address the climate change. L'état de la situation au niveau européen est incomparable avec ce qu'on a connu par le passé jusqu'à la fin de la commission Juncker, c'est évident. Mais si la question que vous me posez, c'est est-ce que de l'Union européenne va venir une impulsion pour un changement de système, là je suis un petit peu plus sceptique. Je suis plutôt optimiste sur la volonté de la Commission de proposer des choses ambitieuses, mais c'est vrai que depuis lors, on a eu quelques signes, comment est-ce que je dirais, d'une réduction d'ambition, à la fois du côté du Parlement, du Conseil et de la Commission. Donc, je n'ai pas envie de faire une querelle institutionnelle. Je dirais que s'il s'agit de changer de système, l'ancien système résiste. Et résiste assez fort. Alors, permettez-moi d'évoquer quelques éléments. Le premier, c'est la politique agricole commune, je l'avais évoqué. La politique agricole commune pourrait être l'instrument par lequel, pour paraphraser M. Javorčić, on augmente la capacité de la nature d'absorber du carbone, parce que l'agriculture peut être en effet un puits de carbone. La réalité des choses, c'est que l'agriculture telle qu'elle se pratique aujourd'hui de manière dominante est une agriculture qui est une émettrice nette de carbone. Les négociations de la PAC ne vont absolument pas dans le bon sens, et donc là-dessus, on ne va pas atteindre nos objectifs. Et si on veut, je le répète, restaurer la capacité de la nature d'absorber du carbone, il va falloir changer radicalement de direction. Deuxième élément que je veux souligner, c'est la question du commerce. On a, comme vous le savez, une série d'accords commerciaux qui sont en vigueur et puis une série d'accords commerciaux qui sont en cours de négociation ou dont la négociation a été conclue. Là-dessus, on voit bien que du côté des tenants du libre-échange à tout crin, on n'a pas rendu les armes. Autrement dit, on a vu des choses dans un document d'orientation de la Commission qui s'appelle la Trade Policy Review, qui est un document qui dit un peu dans quel sens devraient aller les futurs traités de libre-échange. D'une part, cette Trade Policy Review s'arrête au seuil et donc avant de dire que toutes les contraintes environnementales et sociales doivent devenir juridiquement contraignantes et donc sanctionnables et donc doivent pouvoir entraîner la suspension des accords de libre-échange. Ça, la Direction générale du commerce à la Commission européenne n'ose pas franchir ce pas-là, tout simplement parce que je pense qu'elle ne veut pas franchir ce pas-là. Le Comité européen des régions est une assemblée politique qui représente 1 million d'élus locaux et régionaux au niveau de la Commission et du Parlement européen. Nous sommes
responsables, il faut souligner ça, nous sommes responsables de mettre en œuvre 70% de l'ensemble de la législation de l'Union européenne, 70% des mesures d'atténuation du changement climatique et presque 90% des politiques d'adaptation au changement climatique. Monsieur Pierre Kalam a fait fort bien esquisser le travail réalisé dans les 8 premières séances. Excellente conclusion. Il n'y a rien à ajouter. Merci. Beaucoup de choses et d'arguments ont déjà été évoqués. Je voudrais vous faire part quand même de la position engagée du Comité européen des régions, qui est pleinement conscient de l'urgence climatique mondiale et de la nécessité d'atteindre efficacement la neutralité climatique dans l'Union et au-delà d'ici 2050 grâce à une trajectoire réaliste qui tienne compte des défis posés par la crise du Covid-19 et de ses conséquences. On propose une trajectoire progressive de réduction des émissions qui sont équitables pour toutes les générations futures, évite l'asservissement au carbone et adopte un changement de politique qui s'appuie sur les expériences positives et négatives des décennies précédentes. C'est-à-dire la COP26 est donc une étape cruciale dans la consolidation du rôle de l'Union européenne à l'avant-garde de l'action mondiale pour le climat. Les activités et engagements en cours des régions et des villes devraient jouer un rôle important dans la préparation de la COP26 et bénéficier d'une visibilité officielle lors de celle-ci. Nous avons invité les membres du comité des régions à organiser des COP locales et régionales au sein de leur communauté avant la COP26 afin de sensibiliser à l'urgence climatique, mais aussi de recueillir les points de vue des citoyens et des entreprises sur leurs besoins et leurs bonnes pratiques qui pourraient accélérer la transition écologique et la réalisation des objectifs de l'accord de Paris. Merci pour l'invitation. Effectivement, je suis élue à Nantes et Nantes Métropole, mais j'ai une double nationalité qui fait que j'ai toujours favorisé dans l'exercice de ma délégation locale l'échange avec les autres villes en Europe, puisqu'il y a des choses il y a des mêmes défis auxquels on est confronté. Et puis, j'ai intégré effectivement le conseil d'administration d'Energy Cities qui se pose des nouvelles questions parce que nous sommes quand même arrivés à un nouveau point d'urgence climatique et d'où la nécessité de réfléchir sur les instruments les plus appropriés pour attaquer cette irresponsabilité climatique dans laquelle nous glissons chacun et chacune. La place des collectivités territoriales là-dedans est assez primordiale, on le sait. Le moyen d'action se fait dans les territoires locaux, les externalités aussi aujourd'hui se ressentent dans les territoires locaux. La notion de résilience qui là n'apparaît pas, mais on voit qu'on est là devant un défi majeur auquel les territoires et les villes ont à s'attaquer. Et donc, c'est vrai que dans les différents dispositifs que vous proposez, en tout cas les 3 mécanismes, la taxe carbone en France aujourd'hui est quand même un sujet assez complexe et assez tabou, et surtout quand elle émane de l'Union européenne qui n'est pas très populaire. Et puis, on parlerait beaucoup d'écologie positive et la question assez centrale de la justice sociale dans tout ça nous laisse à penser que ce mécanisme-là, même si c'est peut-être celui qui est le plus facile, puisqu'on sait le mettre en œuvre, beaucoup plus facile peut-être que le 3e dispositif que vous proposez ou qui a émergé dans les débats et qui pour autant déterritorialise, comme vous l'avez dit, et s'attaque justement à la majeure partie à laquelle on a à s'attaquer, qui a été évoquée par les différents intervenants. Juste pour faire le parallèle avec ma délégation, au mandat précédent, j'étais vice-présidente à l'énergie et au climat et j'ai souhaité élargir cette délégation à l'agriculture et à l'alimentation, mais également aux mutations économiques, puisque nous avons à Nantes toujours eu des objectifs et un engagement résolu dans le climat, y compris pour porter la voix des collectivités territoriales au niveau européen et international pour pouvoir avoir un levier direct. Mais la question majeure à laquelle on est confronté, c'est qu'on sait isoler des maisons, il faut aller plus vite, il faut massifier, il faut avoir plus de financement. On sait décarboner une partie dans l'aménagement de nos territoires des transports, par exemple, pour donner des exemples concrets. Mais la question qui est assez cruciale, c'est celle du scope 3 et donc de la question de la consommation où, à juste titre, vous l'avez évoqué, on a délocalisé la production d'émissions de gaz à effet de serre que nous consommons aujourd'hui. Toutes les villes ont fait le plus facile. C'est comme quand on isole une maison, on change d'abord les fenêtres
Et en fait, quand on doit s'attaquer au plus dur aujourd'hui, c'est comment on isole tous les murs extérieurs et la toiture. Et c'est ça le défi majeur et les ruptures qu'on a engagées. Et donc oui, il y a une nécessité de bousculer et de réfléchir aux différents mécanismes pour que cette irresponsabilité ne perdure pas et pour qu'on puisse avoir les leviers, nous aussi en tant qu'élus locaux, pour continuer à agir collectivement sur le défi de notre siècle qui est la lutte contre le réchauffement climatique. Petite présentation qu'a fait Pierre tout à l'heure, il a oublié 2 choses sur lesquelles je vais passer en 15 secondes, mais elles ont rapport avec ce qu'on a fait, ce qu'on a dit. J'ai siégé pendant 15 ans au Comité des régions d'Europe et un peu au Parlement européen. Et donc, du coup, j'ai une expérience européenne, pas terrible d'ailleurs, hein, et je voudrais qu'on soit très conscient, et je voudrais qu'on soit, malheureusement, je le dis devant, j'imagine, beaucoup de militants européens. C'est quand même très compliqué l'Europe, et je trouve que ce qui est en train de se passer n'est pas positif. La manière dont le fonds de relance est en calminé, si l'on peut le dire en français, l'absence de réaction positive à la proposition Biden sur la fiscalité, et même au contraire, des réactions négatives, m'amène à penser que nous n'arriverons pas forcément à entraîner les 27 dans des politiques cohérentes sur ce que l'on vient de dire. Première observation, et vous aurez tous les détails, j'ai mis le lien dans le chat, les villes et les régions, je dis bien les villes et les régions, car c'est presque une majorité. Et bien sûr, on pourrait dire c'est des villes et des régions, mais dans la réalité que nous voyons aujourd'hui, les villes et les régions, dans leur très grande majorité, sont en avance, non seulement sur les engagements, mais aussi sur les pratiques. Et nous avons mis un certain nombre de chiffres qui montrent, parce que nous travaillons sur les données, et pas seulement sur les commitments, mais aussi sur les données, nous avons un certain nombre de données qui montrent cela. Deuxième observation, l'intégration des villes, des régions, des collectivités territoriales dans les processus, soit de détermination des NDCs, soit dans leur mise en œuvre, soit dans leur financement, est très, très en retard. Et là, c'est un phénomène mondial, à quelques exceptions près. D'ailleurs, les meilleurs sont en Amérique latine, hein, pour ceux qui connaissent bien. Le Costa Rica a été le premier. La Colombie a fait des efforts considérables, même avant Paris, mais dans beaucoup d'autres pays, y compris en Europe, et on va le voir dans la publication du NDC global de l'Europe, la prise en compte de la part qu'apportent les villes et les régions est extrêmement faible. Troisième observation, il y a encore énormément de pays, ce n'est pas le cas en Europe, mais là j'élargis notre réflexion car nous sommes très présents en Afrique et dans la francophonie, il y a encore beaucoup de pays qui ignorent totalement l'action des villes et des régions. Et nous avons un sommet, Ronan Dantec, notre coprésident, sera à Dakar, il est parti déjà aujourd'hui, mais nous avons un sommet qui a lieu à Dakar, notre sommet annuel africain à Dakar au mois de septembre, et nous constatons à quel point dans ce territoire, les États n'ont aucune prise et volonté de travailler avec la plupart des villes et des régions, même s'il y a eu quelques progrès du côté de l'Afrique anglophone, dans des pays comme l'Afrique du Sud par exemple, mais c'est encore très faible. Hi, my name is Adam Hardy from Carbon Watchdog in London, where we're promoting universal carbon credits as a carbon currency, a concept that I put together with Professor Steve Keen, the renowned heterodox economist. It's a very similar concept to Comte Carbon's concept of negotiable carbon quotas. Sadly, it's not something that features in the worst nightmares of our Prime Minister Boris Johnson, but it is something that appeals to people's basic sense of fairness. Many people believe that quotas are not only the right answer, but an incomparably effective tool in the fight against climate change. We hope and expect to build up a considerable grassroots movement. We're introducing this at the personal level by founding the first citizens group for carbon footprint management, to bring citizens together to estimate and record all of the CO2 they create, and to work with local government and businesses to find ways to reduce it. We need a practical type of public participation that should already be happening on a much wider scale that's strangely missing in the UK, even after our Citizens' Assembly on the climate. In the future, we want to set personal quotas and introduce personal carbon trading. It's the obvious stepping stone to a national policy, and such national policies could fit together internationally to satisfy the principles of global climate justice, like the Contraction and Convergence framework from the Global Commons Institute that the UNFCCC promoted.
For sure, there's a certain public trust that the UK government's net zero 2050, with government, business and industry investment, will beat climate change. And we really wish it could. But as the scientific and academic evidence against this becomes louder and louder, someday soon the greenwash will cease to work, and we'll find the political leaders to implement the rapid and far-reaching changes that are required. I was very happy to be invited by Comte Carbone to address you, and I think the prospect of a European-wide or even a global network of cooperation would be fantastic. Thank you very much, and good luck with all of your efforts. Bye. Pierre nous a demandé de réagir tout d'abord aux leçons politiques des assises sur le climat. Et moi, je lui ai dit tout simplement en préparation que je signais toutes les propositions et que j'étais assez incapable de les hiérarchiser à cet instant. Oui, il faut mettre en valeur la responsabilité de nos sociétés à l'égard du réchauffement climatique et l'obligation de résultats qui en découlent. Et l'ensemble des propositions que vous faites me vont très bien et de peu ou prou, nous expérimentons dans les combats politiques que nous menons aujourd'hui à l'Assemblée. Un mouvement qui vient du monde de l'entrepreneuriat, qui vient de l'économie sociale. Je pense au MOVE qui s'appelle Impact France aujourd'hui, qui avec des partenaires comme le Centre des jeunes dirigeants, qui ne sont pas tout à fait dans la sphère de l'économie sociale, on pourrait dire tout le monde de l'entrepreneuriat responsable éthique. Ils ont mis en place un Impact Score qui reprend des éléments, bien sûr, carbone, biodive, différents compartiments de l'environnement, et ils y ajoutent des indicateurs sociaux autour de l'égalité homme-femme, des écarts de salaire, de la part du capital et du travail, de la responsabilité sociale des chaînes de production mondialisées pour les plus grandes entreprises, etc., de rapport à la sous-traitance, etc., etc. Et ils arrivent à une note globale. Donc, ils ont une appréhension qui nous permet d'aller au-delà du score carbone de tel ou tel produit, mais d'appréhender, et je voulais vous faire mesurer la bonne nouvelle que ça représente, le scoring, c'est-à-dire la qualité, la qualification au-delà du produit, d'un process de fabrication d'une entreprise, d'une communauté humaine quand elle produit des services ou des biens. J'ai beaucoup travaillé ces derniers temps et je mène un combat politique pour une nouvelle régulation du marché du foncier. Pisani, les gaullistes sociaux, les humanistes chrétiens, tous ensemble dans l'après-guerre avaient fait de ce partage du foncier un instrument de modernisation pour produire plus. Ils avaient choisi le travail et l'esprit d'entreprise par rapport au capital. Ça a donné des lois extraordinaires qui aujourd'hui sont fragilisées par une libéralisation en cours du marché foncier. Et j'ai pu observer en France les dégâts de cette libéralisation du marché foncier, de notre bien commun considéré comme un bien marchand. Eh bien, c'est catastrophique. Partout, la terre est accaparée. Dans nos régions de France, il y a un appauvrissement des sols, mais également un appauvrissement de la société parce qu'il y a destruction d'emplois. Et il y a finalement une production économique, et la première d'entre elles, l'alimentation, notre sécurité alimentaire, qui elle-même diminue en quantité. Partout, au contraire, où la terre est partagée, et là, on change de focus, on n'est plus en France, on est sur 2 siècles, ces travaux de Pierre Blanc, de 18e, même 3 siècles aujourd'hui, sur 3 siècles, et sur tous les continents, de l'océan Indien, Moyen-Orient, Afrique, Australie, etc., il a regardé ce qui se passait. Partout où on partage la terre, ça va avec la démocratie et ça va avec une certaine prospérité économique, on dirait aujourd'hui écologique. Et partout où on l'accapare, on fabrique des systèmes à la fois ultralibéraux et autoritaires, et la société s'appauvrit comme les sols. Donc, j'en fais pas une règle d'or, parce que partout, le combat social et le combat écologique ne se rejoignent pas naturellement ou de facto. Mais partout, ils peuvent se rejoindre. Alors, on gagne plus que sur le carbone, on gagne sur la vie en général. Être capable sur chaque territoire, dans chaque entreprise, dans le cerveau et dans le cœur de chaque citoyen, d'avoir des indicateurs de co-responsabilité, de souveraineté solidaire, qui lui disent, non seulement sur le carbone, mais sur toutes les ressources de la vie, je suis co-responsable d'une épopée qui me relie au reste de l'humanité. Ça, c'est une aventure extraordinaire. Parce que cette transition qui est devant nous, il ne faut pas la présenter comme une souffrance. Je crois qu'on a à la présenter comme une odyssée, comme une épopée, à faire du partage une joie de vivre, ce qui suppose qu'au-delà de notre consommation de carbone, nous découvrions des ressources infinies qu'il nous reste à conquérir ensemble. La question du changement climatique et de ces problèmes devient de plus en plus conscient à nouveau dans les têtes des citoyens. Et comme je l'avais déjà un peu touché dans mon intervention, si nous, les régions, les villes, sont derrière cette idée d'un référendum,
je crois que ce sera une bonne initiative, ce sera un message très fort. Je crois que les citoyens sont pour l'instant très sensibilisés aux trois sujets, c'est-à-dire la crise environnementale, et ce n'est pas seulement le changement climatique, mais c'est aussi le problème de la biodiversité. Le deuxième, c'est forcément la pandémie, et le troisième, l'économie. Et de plus en plus, surtout dans une grosse majorité des jeunes, j'ai l'impression, j'ai le sentiment, même la conviction qu'un grand nombre de jeunes ne sont plus si matérialistes que peut-être ma génération. Et ils sont plus conscients qu'il faut réagir. C'est la même chose dans le débat fiscal qu'évoquait et qui va se poser tout de suite, très vite. Qu'allons-nous faire de l'Irlande? Est-ce que nous allons, au nom du blocage irlandais, dire à M. Biden, allez vous faire voir? Ou est-ce que nous allons peser sur l'Irlande pour qu'elle rejoigne tout le monde? Ou est-ce que nous allons dire, bah, vous êtes le bad boy, donc vous restez à l'extérieur, mais nous on suit? C'est une question fondamentale sur la proposition Biden. Elle est tout aussi vraie sur la question de l'évolution, soit de la taxation carbone, soit de politiques plus volontaristes. Et c'est exactement la même chose que sur les paradis fiscaux. Il faut y appliquer la théorie des jeux. Il faut arriver à un moment où le bad boy ne peut plus rester le bad boy. Ce qu'ont fait magnifiquement les Américains avec les Suisses sur les paradis fiscaux, c'est le moment où, soit pour des questions réputationnelles, soit pour des questions opérationnelles, le bad boy se dit « Ah, maintenant, je ne peux plus ne pas être coopératif. J'ai intérêt à être coopératif. » Donc, c'est l'application simple de la théorie des jeux. Et il faut avoir ce courage-là. Parce que, je le dis, si on reste à 27, on est paralysé. Il vaut mieux être à 24 et 3 bad boys qui vont se dire « Ah, est-ce que je reste les bad boys ?» qu'à 27 qui ne font rien. Et nous avons décidé aussi hier de lancer un sondage conclusif que vous trouverez également sur le site. Et vous pourrez y revenir parce que je vais vous envoyer d'autres emails. Au-delà de ces 9 sessions, vous m'avez beaucoup apporté dans les réflexions sur les quotas carbone individuels. Et je n'ai conclu 2 choses importantes qui sont d'avoir une action locale plus marquée, peut-être 1000 comités locaux, et peut-être d'avoir une action espagnole, italienne, et de tous les pays européens qui voudront faire la démarche simultanée, parce que la France ne pourra pas être seule. Le dur est devant nous. Le dur n'est pas derrière nous parce qu'on aura une loi climat. Le dur est devant nous parce que, pour rappeler ce qui a été dit dans les séquences précédentes, notamment dans la séance 4, par le directeur de l'école d'économie de Toulouse, tout ça implique des transformations radicales. Faire croire que nous arriverons à 2 tonnes d'émissions d'équivalent gaz à effet de serre d'ici 2050 dans une société comme la France, quand déjà les émissions des administrations, c'est 1,5 tonne, c'est dire l'ampleur du travail. Et quand les uns et les autres, je crois que c'est Hardy qui a évoqué dans le cas de la Grande-Bretagne, arrêtons le greenwashing, il faut que nous fassions en sorte qu'au niveau européen, quitte, pour reprendre l'expression de Bernard Soulage, à se priver de la présence des bad boys, il faut que nous arrivions à cela. Dominique Potier disait « faire de la Terre une épopée ». Là aussi, je suis très touché parce que dans mes réflexions sur l'Europe, je n'ai cessé de répéter, et c'est l'enjeu pour moi essentiel de la conférence sur le futur de l'Europe et de l'implication des citoyens, et je sais que le comité des régions le ressent aussi, c'est l'occasion unique de refaire de l'Europe une épopée. Il faut donc absolument une articulation de rationnement au niveau européen, et effectivement, tout ce qui a été dit confirme qu'il faut ouvrir le débat sur les quotas. Il a fait l'objet jusqu'à présent d'un véritable tabou, tout simplement parce que c'est le mécanisme qui met sur la table les contradictions, qui met sur la table la question de la nature des émissions de l'agriculture, qui met sur la table la question des modes de vie et qui exerce la pression sur les systèmes de production. Donc j'espère qu'on arrivera à travers une multiplication de débats locaux
Et encore une fois, si nos assises ont pu servir à réunir des matériaux nourrissant ces débats locaux, je le dis franchement, avec Armel qui s'est donné corps et âme à cette aventure, nous aurons rempli notre but. Et si on peut, avec l'appui du Conseil, avec l'appui du Comité des régions, avec l'appui du Parlement, pousser à ce que cette question soit centrale dans la conférence sur le futur de l'Europe, soit centrale dans les panels de citoyens qu'il est envisagé de créer, parce que notre panel de citoyens, nous, la Convention citoyenne sur le climat, s'est vu imposer, et c'est ce qui a été dit dans une des séances, s'est vu imposer de ne pas traiter des questions essentielles, qui était la question du rationnement. Faisons en sorte de tirer cette leçon pour que, effectivement, la conférence pour le futur de l'Europe soit portée par les villes, soit portée par les régions, fasse de l'Europe de nouveau une épopée. Souvent, j'ai entendu mes amis chinois me dire qu'on a besoin d'un nouveau siècle des Lumières, le siècle des Lumières qui retourne à l'économie, au découplage entre bien-être et destruction par consommation des ressources naturelles. L'Europe a la richesse culturelle de le faire, à nous de pousser à ce qu'elle le fasse.